Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va s'intéresser à un bilan thermique au sein d'une sphère radioactive. Alors, je décris un petit peu le dispositif. La sphère radioactive est présentée en bleu ciel ici. On supposera que c'est un matériau solide qui a une conductivité thermique lambda. Le dispositif est à symétrie sphérique, donc les grandeurs ne dépendront que de la distance au centre R. On suppose que au sein de la sphère, vous avez un apport d'énergie qui est dû aux réactions nucléaires. On supposera que cet apport il est uniforme et qu'en fait il s'identifie à une puissance volumique P. Donc ça veut dire que vous avez tant de joules par unité de temps et par unité de volume, des watts par mètre cube, qui sont produits au sein de la sphère du fait des réactions nucléaires. On supposera par ailleurs qu'on est en régime permanent et on supposera qu'il y a un transfert convectif à la surface, c'est-à-dire qu'on supposera que la température de surface de la sphère n'est pas la température de l'air extérieur, donc ça sera la température extérieure, et donc il y a un flux surfacique qui est dans une loi conducto-convective simple, qui est proportionnelle à la différence de température, avec un coefficient H qui dépend évidemment de l'agitation de l'air autour de la sphère. Et la question qu'on se pose, c'est essayer de déterminer le champ de température de façon générale, et puis la température au centre de la sphère. Il est assez évident que la température au centre de la sphère sera le point le plus chaud, et il ne faut pas que ça soit trop chaud, sinon la sphère pourrait rentrer en fusion, par exemple, et ça pourrait fondre, donc en quelque sorte, et en conséquence, le matériau pourrait après se disséminer dans l'ensemble de la zone, ce qui ne serait pas souhaitable. Donc voilà, donc on veut savoir, on dit autrement, quelle est la puissance des réactions nucléaires, quelle est la quantité de réactions nucléaires qu'on peut avoir sans mettre en danger la structure du dispositif. Voilà. Dans les centrales nucléaires, vous avez à peu près ce même type de dispositif, simplement c'est plutôt des longues tiges, donc c'est plutôt une géométrie cylindrique que sphérique, mais sur l'idée, l'exercice serait assez voisin. Donc dans cette première question, on va essayer déjà de déterminer le champ de température. Alors pour l'instant, on va déjà, enfin TS est une inconnue, mais on va déjà essayer de trouver la réponse en fonction de TS et après on verra comment faire intervenir le flux conducto-convectif. Alors bon là, il n'y a pas de grande surprise pour commencer. On a un dispositif à symétrie sphérique, donc comme toujours, on va faire un premier principe de la thermodynamique. Ils ont un bilan d'énergie pour la coquille sphérique qui est située entre R et R plus dr. Et le point important, c'est qu'on est en régime permanent. Donc au lieu de faire un bilan complet, on peut simplement dire qu'en régime permanent, les apports doivent compenser les pertes. Et pour ce système-là, donc je considère ce système, cette coquille sphérique, et je vais donc considérer les apports et les pertes. Alors pour les apports, eh bien, on a un certain flux thermique, qui c'est le flux entrant, le flux qui rentre à la position R. Hein, donc ça c'est le flux qui va rentrer par la sphère de rayon R dans notre système que je peux réassurer ici, d'accord, qui serait le système qui est là. Donc vous avez un certain flux qui rentre en R et vous avez et donc ça c'est un premier apport, mais en plus dans ce système vous avez un apport en volume. Alors là c'est une puissance, d'accord, le flux c'est une puissance, donc il faut bien avoir une puissance à la fin. Donc je vais prendre la puissance volumique qu'on appelle P et je multiplie par le volume de cette coquille sphérique. Et donc le volume de cette coquille sphérique, c'est bien sûr, en fait, vu qu'elle est infinitésimale, je vais pouvoir l'approximer à l'aire de la sphère multiplié par l'épaisseur dr de la coquille. Donc ça fait fois 4pi r carré dr. Donc ceci, ce sont les apports. Et les apports en régime permanent doivent équilibrer les pertes, sinon vous n'êtes pas en régime permanent. Et donc pour les pertes, eh bien, c'est simplement ce qui quitte le système, donc c'est le flux sortant, c'est-à-dire le flux en R plus dr. Et là, on a bien 3 puissances. Voilà. Donc l'idée, bien sûr, c'est de faire passer ceci et de faire l'approximation. Donc si dr est suffisamment petit devant A, on va supposer qu'à l'échelle de dr, les fluctuations sont faibles et les variations sont faibles, et donc on va confondre le taux d'accroissement avec la dérivée. Et à cette condition-là, en faisant passer phi r de l'autre côté, et selon cette approximation, en faisant phi en R plus dr moins phi de R sur dr, on va trouver que d de phi sur d de R, on va approximer le taux d'accroissement
par la dérivée, et on va trouver que ça fait P fois 4pi r carré. Alors là, le plus intéressant, c'est en fait d'intégrer tout de suite. L'idée, c'est vraiment parce que bon, cette équation est facile à intégrer, donc ça c'est valable quel que soit R appartenant à l'ouvert 0A. Et dès que vous avez une équation comme ça, la bonne idée en fait c'est d'intégrer. Vous avez phi prime de R égale une fonction polynomiale, donc ça c'est très simple à intégrer, donc autant le faire tout de suite. Et donc ça veut dire que pour toutes les positions intérieures à la sphère, on a forcément phi de R, et bien qui vaut P fois 4pi R3 sur 3, plus une certaine constante, que je peux appeler constante simplement, une constante dans R pour l'instant. Alors une remarque que je tiens à faire, c'est que le flux surfacique qui est ici, le HTS-TE, il n'a pas à intervenir, car le flux surfacique, il aurait lieu au niveau de la surface, entre la surface et l'air extérieur, et la coquille qu'on considère est à l'intérieur. Donc on ne va prendre en compte dans le bilan thermique qu'on fait sur la coquille que les flux thermiques, que les puissances qui ont lieu au niveau de la coquille, qui rentrent, qui sortent, qui sont à l'intérieur. Donc bien sûr, pour l'instant, ce terme-là servira en termes de conditions limites, mais en aucun cas il n'apparaît dans le bilan. Donc on arrive pour l'instant ici. Maintenant, on veut se rapprocher du champ de température. Donc la première étape, c'est, connaissant le flux, de passer au vecteur courant. Donc en géométrie sphérique, on a bien évidemment que, en orientant sortant, le flux phi de R, eh bien, c'est forcément JQ de R, la composante du vecteur courant radial, mais c'est la seule composante, fois la surface de la sphère de rayon R, 4pi r carré. Et on déduit donc que JQ de R, eh bien, on doit arriver donc à PR sur 3 plus constante sur 4pi r carré. Attention à bien diviser aussi par 4pi r carré parce que donc là, on ne peut pas juste mettre constante prime, la constante n'est plus une constante, il y a le 4pi r carré. Donc là, on est déjà au vecteur courant. Alors, je vous invite vraiment à faire comme ça, d'accord, de ne pas introduire le vecteur courant trop tôt. Si vous tentez d'écrire un JQ de R fois 4pi r carré dès le départ, bon, ça peut se faire, mais c'est un peu plus technique à gérer. Donc, il faut mieux écrire le flux au départ. Et une fois qu'on a une expression claire du flux, on fait apparaître simplement à ce niveau-là le flux en fonction du flux surfacique, du vecteur courant. Ça semble plus facile à traiter. Donc on arrive ici, et maintenant naturellement, on introduit la loi de Fourier. Donc maintenant, avec la loi de Fourier, donc toujours intéressant quand même de spécifier dans votre rédaction, même rapidement, la loi que vous utilisez, ici la loi de Fourier. On est en géométrie sphérique, donc simplement le gradient va se limiter à simplement la composante du gradient selon la radiale, c'est juste comme une direction classique dt sur dr. Et ici on recopie PR sur 3 plus constante 4pi r carré. Et là à nouveau, dès que je peux intégrer, j'intègre. Donc je vais juste réécrire, peut-être on va repasser un petit peu au-dessus. On va reprendre ça juste en disant que quel que soit R appartenant à l'ouvert 0A, je n'ai pas encore fait les conditions limites, donc je ne peux pas vraiment mettre les bornes fermées pour l'instant. J'ai que dt sur dr, eh bien ça va être égal à moins PR sur 3 lambda, et ici, moins constante sur 4pi lambda r carré. Donc là, l'intégrale ne pose pas, la primitive, pardon, une primitive ne pose pas de problème. Donc t de r. Voilà, je vous invite aussi à faire des primitives ici, parce que si vous voulez faire une intégrale, vous allez devoir gérer simultanément la condition limite et la primitive. Donc il y a deux choses à gérer simultanément, donc autant ne pas trop se poser de questions. Ensuite, vous pourriez être tenté de l'appliquer dans des zones où ça ne s'applique pas, donc autant faire juste la primitive, donc moins p r carré sur 6 lambda, d'accord, en primitive le x en x carré sur 2, ce qui fait apparaître le 6, d'accord, plus, donc constante sur 4pi lambda r, en primitive le 1 sur r carré en moins 1 sur r, et on rajoute une constante prime comme ceci. Alors maintenant on arrive à ce champ de température et on doit l'appliquer entre 0 et 1. Mais on voit bien que ce terme-là, il va diverger quand R tend vers 0. Donc la température ne doit pas diverger. Bon, parce que pour des raisons physiques, la température ne peut pas être infinie, mais de toute façon, si la température venait à croître, le matériau va fondre. Et si le matériau fond, on ne peut plus faire l'exercice parce que dans ce cas-là, tout se répand et c'est plus une sphère, etc., etc. Donc l'exercice n'a plus de sens.
Donc si on suppose que le matériau n'est pas en train de fondre, eh bien on suppose bien sûr que la température ne peut pas diverger. D'accord? Donc bien évidemment, la seule solution, vu que ceci doit être vrai jusqu'à R tendant vers 0, c'est de prendre, d'accord, ceci va entraîner que cette constante doit être égale à 0. Donc c'est la seule solution c'est la seule solution physique du problème, d'accord? Et donc finalement, on arrive au fait que T de R, ce sera égal à la fameuse constante prime moins PR carré sur 6 lambda. Donc temporairement, on n'a pas encore totalement terminé, mais on va simplement dire pour l'instant que la température de surface c'est T de S, d'accord? Donc on applique la continuité de la température en petit r égale A. Donc on va simplement dire que T en R égale A moins. On peut appliquer la formule qui est là, c'est constante prime moins PA carré sur 6 lambda. Et ça doit être égal par continuité de la température. Donc là on peut dire qu'on fait la continuité de la température. Continuité de T en R égale A, eh bien ça doit être égal à donc T à la surface, qui est en fait une inconnue pour l'instant. On voit que la constante prime fait TS plus PA carré sur 6 lambda, on reporte dans la formule, et on doit arriver ici, d'accord, j'ai le constante, il y a le moins PR carré sur 6 lambda qui apparaît ici, et après j'ai que la constante prime c'est TS plus PA carré sur 6 lambda, et je factorise par P sur 6 lambda. Donc on a déjà un premier résultat. Alors on peut déjà vérifier le signe moins, assez logiquement, parce que on voit bien que la température est donc une fonction décroissante de R. Dit autrement, la température augmente quand on va vers le centre. Ceci paraît logique, car il est assez clair que dans ce système, l'énergie va être évacuée au niveau des parois, au niveau de la sphère extérieure. Donc bien évidemment, le point le plus chaud, ce sera le centre. D'accord? Donc bien évidemment, si vous n'avez pas un moins ici, bon, il y a forcément un problème. Voilà. Donc ça, c'est certain. Alors maintenant, le problème, c'est que la température de surface n'est pas vraiment une donnée, c'est une valeur qui peut nous intéresser, mais ce n'est pas réellement une donnée. La donnée, c'est la pièce, la température de la pièce dans laquelle se trouve la sphère. D'accord? Donc la donnée, c'est plutôt T2. Donc maintenant, pour terminer, il faut exploiter ce flux surfacique pour réussir à exprimer TS en fonction de TE. C'est la suite. Alors là, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'il ne faut pas oublier d'utiliser. Il faut utiliser la continuité. Donc on va exploiter la continuité du flux thermique en petit r égale A. Donc, en R égale A moins, c'est la loi de Fourier qui joue, parce qu'en R égale A moins, du côté A moins, on est dans la sphère, donc c'est la loi de Fourier qui s'applique, et on applique simplement que ça fait moins lambda dt sur d de R. Ça, c'est le vecteur courant, mais évalué en R égale A moins en toute rigueur, d'accord, ce sera A, fois la surface de la sphère en R égale A. Donc ça, on a bien JQ, hein, ça, ce n'est rien d'autre que JQ en R égale A moins, fois la surface fait le flux en R égale A moins, doit être égal au flux juste de l'autre côté, d'accord? Parce que là, il n'y a rien, il y a rien pour capter le flux, d'accord? Le flux est arrivé à la surface, d'un côté de la surface, il y a tant de watts, et de l'autre côté, juste après, ces watts, ils sont partis, ils sont sortis de l'autre côté. Il n'y a rien pour les arrêter en R égale A. Ce qui passe d'un côté doit ressortir de l'autre, à la frontière. Et donc, on écrit que ça, c'est la formule conducto-convective, donc ça fait H, TS moins TE, fois la même surface 4pi à carré. Donc, on aurait directement pu faire l'égalité sur les flux surfaciques. Enfin, ça ne coûte pas grand-chose de faire l'égalité sur les flux. Et donc ici, ça se simplifie sans grande difficulté. Et alors, il nous reste à exprimer ça. On va quand même refaire ça. Donc, on va calculer ça de côté. Donc, on va dire que H, je vais remettre ça de l'autre côté, HTS moins TE. Alors, on va faire le calcul de la dérivée, moins lambda. On a encore ici, je vais décaler un tout petit peu pour bien pouvoir voir la température qui est là. Quand je vais dériver, j'ai un moins 2R qui va apparaître. Avec le 6, ça va faire un 3 et on va transformer ici en A. Alors si je ne me mélange pas trop, on doit arriver, donc TS disparaît, on va tout recopier P sur 6 lambda fois moins 2 R, mais appliqué en R égale A. D'accord? X carré qui dérive en 2x, mais on applique le résultat en R égale A, bien sûr. Et donc maintenant, si je reprends ceci,
ça va faire HTS moins TE qui va être égal, donc les moins simplifient, qui va être égal à le lambda simplifié également. Et on va nous rester P sur 3 avec un A comme ceci ici. Et donc finalement, on va en déduire que T de S, c'est T de E. Alors bien sûr, c'est plus grand que T de E, évidemment, hein, parce que la sphère est chaude. Donc à sa surface, si vous approchez, vous imaginez bien que ça va être plus chaud que l'air extérieur. Plus PA sur 3H. Voilà. Et donc maintenant, simplement, ce que je fais, eh bien, je prends la formule qui est ici et je remplace TS par TE plus PA sur 3H. Et j'ai la formule générale. Maintenant, eh bien, j'avais éliminé le terme, donc j'avais utilisé une condition, d'accord, aux limites, en R égale 0. Donc j'avais pu utiliser, refermer ici, et en utilisant la condition de la température. Maintenant, je ne vais pas préciser, mais autant au départ j'étais sur l'ouvert, maintenant je suis bien sur le fermé, j'ai la réponse quel que soit le point de la sphère, et j'obtiens ce résultat qui est là. Donc en particulier, on peut déterminer la température au centre, il suffit d'appliquer en R égale 0, donc on prend la formule et on pose R égale 0 ici, on obtient ce résultat-là. Alors on peut le commenter un petit peu, plusieurs commentaires possibles. Bon, bah, il est assez clair que cette température au centre, quelques commentaires possibles, T en R égale 0, bon, augmente quand P augmente, ça semble assez naturel. S'il y a plus de réactions nucléaires au sein de votre sphère, il semble assez naturel de penser que la température va augmenter au centre, c'est sur ça qu'il la fait augmenter. On note que T en R égale 0 est supérieur à T2, bon, ce qui semble également assez naturel. En revanche, quand H et lambda augmentent, alors on voit que T en R égale 0 va décroître. Là aussi, c'est quelque chose d'assez naturel parce que lambda et H, ils vont permettre les échanges thermiques. Donc en fait, la puissance est créée au sein du système et si le matériau est conducteur, il va avoir tendance à évacuer l'énergie thermique. Et également ici, pour une même différence de température, le flux est d'autant plus important que H est important. Donc si vous ventilez énormément au voisinage de la sphère, on peut penser que vous allez mieux évacuer le transfert thermique et que la sphère aura une température à l'intérieur moins importante. Donc au final, bon, on n'a pas tout démontré, disons, mais disons que la dépendance des positions des différents de grandeur au numérateur ou au dénominateur semble assez naturelle. Voilà. Alors il y a un dernier point qui est assez intéressant, l'exercice est plus ou moins terminé ici. En fait, là on pourrait comparer cette valeur-ci à la température de fusion pour voir si la sphère peut fondre ou pas, c'est s'il y a un problème. Donc quelle valeur peut-on donner à P, si vous voulez, à petit p. Maintenant, une question qui est intéressante, c'est s'intéresser à la puissance qui est évacuée par la sphère. Ça, on peut le retrouver assez facilement parce que on sait que la puissance qui va être évacuée, en fait, c'est le flux en R égale A. Et le flux en R égale A, on peut le calculer de deux façons, soit avec le cas de Fourier, soit avec le transfert convectif. Donc on peut reprendre la formule qui est là. On peut se rappeler que c'est le flux surfacique, HTS moins TE. Et simplement, on fait fois la surface 4pi à carré. Et si on reprend la formule qui est ici, on voit que ça fait PA sur 3 fois 4pi à carré. Et je reprends d'ici, donc on trouve la puissance, et donc la puissance est donc égale à donc P fois 4 tiers de pi à 3. Alors ça c'est en fait assez clair, parce que, on va expliquer maintenant ce qu'on a. Ce terme-là, c'est la puissance évacuée, c'est comme ça qu'on l'a déterminé. Puissance évacuée à la surface de la sphère. Et qu'est-ce que ce terme-là? Si on regarde tranquillement, petit p, c'est la puissance volumique, et 4 tiers de pi à cube, c'est le volume de la boule contenu dans la sphère totale. Et donc, c'est bien la puissance qui est créée au sein du dispositif. La puissance volumique uniforme fois le volume. Voilà pour le résultat. Et en fait, ce résultat est dû à une raison précise, c'est qu'en fait, on est en régime permanent. Et donc, en régime permanent, vous allez avoir, donc j'écris ici régime permanent, et en régime permanent, eh bien,
la puissance qui est générée à droite au sein du dispositif, si elle n'est pas évacuée, eh bien, le système va soit se réchauffer, soit se refroidir. En pratique, là, il se réchaufferait. D'accord? Donc la seule solution, c'est qu'en régime permanent, ce que vous créez dans le dispositif doit être évacué. Voilà. Donc en fait, ce résultat, on l'a trouvé par le calcul, mais il était quasiment évident dès le départ. Et on aurait, si la seule question posée, c'était celle-ci. En régime permanent, c'est simplement P fois 4 tiers de pi A cube. Voilà, un résultat qui peut trouver. Mais encore une fois, si on n'est pas en régime permanent, dans ce cas-là, eh bien, l'énergie qui serait créée au sein du dispositif, ça servirait d'une part à chauffer le dispositif monterait en température, et une partie serait évacuée. D'accord? Mais c'est une fois qu'on a atteint le régime permanent, la température ne varie plus et toute l'énergie fournie doit être évacuée. Voilà. Donc si on termine par le bilan sur l'exercice, donc on est en géométrie sphérique, donc bien sûr on considère une coquille sphérique. Étant en régime permanent, on peut se dispenser de faire un bilan complet où on calculerait par exemple le DU, la variation d'énergie interne, qui est forcément nulle parce que c'est une fonction d'état et donc si les paramètres ne changent pas, la fonction d'état ne peut pas changer. On écrit le bilan sur les flux, donc vraiment commencer par les flux et ensuite dès qu'on peut intégrer, on intègre. Donc du flux, on passe au vecteur courant et du vecteur courant, on passe à la température via la loi de Fourier. Ensuite, ce ne sont que des conditions limites de non-divergence en 0, continuité de la température en R égale A, et bien penser à nouveau, continuité du flux en R égale A qui est souvent oublié. Donc voilà pour les principales notions pour cet exercice qui est assez classique mais qui est déjà assez complet sur l'exercice de bilan thermique. Je vous remercie.